Madame Christine Bard. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Madame Bard, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers et membre senior de l'Institut universitaire de France, présidente de l'association Archives du féminisme depuis 2000. Vous êtes une spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et du féminisme. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre formation? Alors, mon parcours, il est un peu long, hein, puisque là, j'ai 60 ans et donc j'ai derrière moi plus de 40 années de passion pour l'histoire et de passion en particulier pour l'histoire des femmes et du féminisme. Donc, mon parcours, c'est celui d'une fille du Nord. C'est important pour moi, cette socialisation. Dans un département où les luttes sociales et politiques sont importantes. Bref, je vais pas être longue sur mon identité nordiste, mais c'est c'est quelque chose, oui, qui m'a quand même beaucoup sensibilisée à l'histoire politique et à un certain type, à certains engagements en fait dont on va reparler dans la suite de notre échange. J'ai choisi de faire des études d'histoire justement poussée par ma conscience politique. C'était vraiment le goût du politique et des luttes. Et je trouvais que l'histoire donnait beaucoup d'éléments d'explication à l'état du monde. Et j'avais besoin de cette rationalité, de ces clés d'explication que donne l'histoire. J'ai compris peut-être un petit peu plus tard que le rapport au passé correspond aussi à d'autres désirs qui étaient peut-être inconscients pour moi à l'époque, le lien avec les ancêtres, avec l'histoire familiale, le lien avec ma grand-mère, avec mes arrière-grands-parents, avec un passé assez proche de la résistance. Oui, enfin, surtout la résistance, à vrai dire. Je pense que c'était un repère fondamental. Et puis, donc, j'ai fait mes études d'histoire à Lille et pour faire de l'histoire des femmes, j'ai rejoint Michel Perrault à l'Université de Paris 7. Donc, j'ai fait une thèse sur l'histoire des féminismes en France entre 1914 et 1940. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un poste très vite à l'Université d'Angers où je suis restée parce que je m'y sens très bien. Et j'y ai vraiment posé mes valises et développé mes racines et créé différentes choses dont on va reparler. Voilà, donc c'est un parcours à la fois enfin intellectuel, mais aussi indissociablement militant parce que j'ai toujours été une militante féministe et LGBT également. Et voilà, donc les deux fonctionnent bien ensemble et je crois que vous me réservez une question finale là-dessus, donc nous en reparlerons. Voilà, et donc c'est un parcours d'enseignante-chercheuse, hein, puisque à l'université, on développe les deux activités, l'enseignement, la recherche. Moi, j'ai envie d'ajouter aussi la culture, qui est la troisième fonction aussi de l'université. Et je tiens beaucoup à toutes ces activités de transmission de l'histoire à tous les publics. Donc, vous l'avez énoncé juste avant, vous êtes très engagé sur les questions du coup du féminisme, des LGBT et du genre. Donc, vous avez notamment publié plusieurs ouvrages sur le sujet, comme Les garçons en 1998, Ce que soulève la jupe en 2010, Une histoire politique du pantalon la même année, ou encore Les insoumises en 2013. On aurait pu en citer bien d'autres. Les questions de genre vous ont marqué tout au long de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à consacrer votre carrière à l'histoire des femmes et des féminismes? C'est à la fois le constat d'une lacune, c'est quelque chose qui m'a terriblement manqué dans mes études d'histoire dans les années 1980. Les femmes étaient complètement absentes du paysage, il y avait aucune place pour les questionnements féministes en histoire. Un petit peu plus en sociologie, hein, on avait la possibilité de choisir des unités d'enseignement un petit peu à côté, et donc là, j'avais un petit peu effleuré quelques lectures comme Du côté des petites filles ou sur la fabrique des mâles. Voilà, il y avait
Pourtant, ça aurait été possible, mais enfin, il y avait une sorte de retard de la plupart des universités sur ces questions-là. Donc, j'avais envie d'en savoir plus. Je trouvais que c'était une question de justice, mais aussi que c'était passionnant, en fait, de découvrir un champ nouveau. Euh, donc, c'était aussi l'admiration qui me portait pour les premiers écrits que j'ai pu lire sur l'histoire des femmes, le travail de Michel Perrault, de Geneviève Fraisse, et puis déjà de beaucoup d'autres, parce que je n'appartiens pas à la génération des pionnières de l'histoire des femmes. On hérite des travaux d'Yvonne Biller, de Michel Perrault, de Françoise Bach. Je ne peux pas citer tous les noms ici, mais donc je les avais lus et beaucoup appréciés. Le fait de faire une thèse qui a comblé ma curiosité, et mon goût de l'histoire, d'avoir cette émotion d'être la première à ouvrir des cartons d'archives, voilà, qui n'avaient intéressé personne pendant des dizaines d'années et dans lesquels on retrouve la trace de toutes sortes d'activités féministes du passé, ça a été un moment vraiment en bibliothèque très fort pour moi. Voilà, donc il y a du plaisir et puis l'importance de construire aussi quelque chose de collectif. Moi, je suis très, très attachée au collectif, à la transmission intergénérationnelle. Donc, c'était de rejoindre aussi des groupes, des laboratoires, différents collectifs où on avait le sentiment de pouvoir faire avancer l'histoire des femmes et de devoir lutter pour que l'histoire des femmes et du féminisme trouve sa place à l'université. Donc, c'était un combat culturel à mener. Et voilà, je trouvais que c'était un enjeu de justice. C'est avant tout pour cette raison, je pense. Mais aussi l'intérêt, le profond intérêt intellectuel que j'ai trouvé en faisant ce type de recherche. C'est aussi ce combat intellectuel que vous menez dans votre ouvrage que nous allons étudier aujourd'hui, donc intitulé Féminisme 150 ans d'idées reçues, qui est notamment paru en mars 2023 aux éditions Le Cavalier Bleu. Vous montrez comment les idées reçues antiféministes ont servi à disqualifier les luttes. Selon vous, quelle est la nécessité d'écrire un livre sur l'histoire du féminisme? Alors, c'est un livre un peu particulier parce que des livres sur l'histoire du féminisme, il y en a beaucoup et de différentes époques, hein. Et ceux qu'on écrit aujourd'hui seront dépassés un jour et voilà, il y a une accumulation avec des regards critiques qui sont portés sur les publications d'autrefois. Euh, voilà, donc c'est pas unique ce livre. Mais ce qu'il a de particulier pour moi, c'est qu'il mélange mes deux spécialités, l'histoire du féminisme ou des féminismes et l'histoire des antiféminismes. Donc, à travers les idées reçues et le démontage des idées reçues, j'ai fait converger deux axes de mes recherches depuis plus de 30 ans. Et en essayant de rendre le livre accessible à tout public. Puis j'ai observé aussi que dans la formation de beaucoup de militantes féministes, la question des idées reçues arrive très vite. Parce que dans les controverses, dans les échanges que la plupart des militantes ont avec des gens qui ne pensent pas forcément comme elles, bien sûr, ça vient très vite les idées reçues, les idées reçues, hein. Donc, toute militante féministe sait qu'elle a à combattre, qu'il a à combattre des idées reçues. Donc, il s'agissait de, puis c'est le nom de la collection aussi, de cet éditeur, donc ça tombait bien. Quelle définition on peut donner au féminisme, puisque il faut savoir que ce terme a longtemps été attribué à tort à Charles Fourier. Enfin, il trouve plutôt son origine dans plutôt la médecine, puisque on parle donc d'une pathologie qui aurait donc l'aspect d'un individu mâle présentant certaines caractéristiques secondaires du sexe féminin. Oui, eh ben, ça en dit long déjà que pendant des décennies et des décennies, on est mal attribué l'origine du mot, hein. Ça montre un manque de sérieux de la part des lexicographes, des auteurs de dictionnaires. Alors pourquoi Charles Fourier? Parce qu'il a inventé beaucoup de mots. C'est aussi un penseur qui était favorable à la liberté des femmes. Donc l'erreur n'est pas complètement absurde. Elle vient bien de quelque part. Enfin, on peut faire une histoire des erreurs aussi. C'est intéressant de savoir pourquoi ces erreurs existent.
Alors, c'est Alexandre Dumas fils en 1872 qui utilise pour la première fois et dans un sens antiféministe le mot féminisme, hein. C'est pour dénigrer les partisans masculin pluriel de l'égalité des sexes. Donc ça nous donne un élément de définition. En fait, on a réalisé il y a finalement pas si longtemps que ce n'était pas l'inventeur du mot et que le mot existait effectivement en médecine pour décrire l'effet d'un certain type de tuberculose sur les hommes, donc qui aurait pour effet de les féminiser en quelque sorte, en réduisant la pilosité, en modifiant la voix, etc. On est dans l'ordre de la pathologie, hein. C'est un mot qui désigne une pathologie au sens médical du terme, et ensuite une pathologie politique, presque une folie, hein, parce que c'est tellement idiot d'imaginer l'égalité entre les sexes, hein. Alexandre Dumas fils se moque de ces hommes qui déclarent qui nient en fait la différence des sexes. Donc pour la plupart des auteurs, le féminisme s'attaque, hein, à ce qui a été codé comme féminin, masculin, hein, ce qu'on appelle la différence des sexes, hein, sur laquelle se bute le désir d'égalité. Donc ensuite, il y a eu plein de définitions du féminisme. La première féministe à s'être auto-désignée féministe, c'est Hubertine Auclert en 1882. Donc elle retourne le stigmate et à sa suite, enfin le mot va être adopté, y compris traduit dans de nombreuses langues. Donc finalement, c'est aussi une invention française, le mot. Ça résume en un mot des choses qu'on peut dire plus longuement, combat pour les droits des femmes, pour l'égalité des sexes. Donc on retrouve dans les définitions qui circulent des éléments sur l'égalité, sur la liberté des femmes, sur l'autonomie des femmes, et parfois aussi une notion de différence, de différentialisme, hein, le féminisme apparaissant comme la voix des femmes, donc la voix d'une différence, hein, à laisser entendre, voire à imaginer dans les théories de la féminitude, comme on parle de négritude. C'est vrai. On parle souvent du féminisme au singulier, mais il y a toujours eu une large diversité et pluralité des sensibilités. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les féminismes au pluriel et sur les différentes approches telles que les universalistes et différentialistes? Oui, effectivement, c'est vertigineux, hein, l'expression des féminismes, parce qu'elle s'appuie, enfin, les féminismes s'appuient sur des théories, des idéologies différentes, dans des contextes différents, viennent de milieux socioculturels différents, ont des rapports aux religieux, par exemple, aussi différents. Hein. Il y a le combat entre féminisme libre-penseur et féminisme d'orientation protestant, catholique, musulman, juif. Ne serait-ce que cet aspect-là est assez varié, hein, euh, puisqu'on ne peut pas réduire le féminisme à son noyau, disons, libre-penseur et laïque en France. C'est quand même beaucoup plus complexe. Voilà, donc il y a toute une variété politique, hein, qui s'arrête à l'extrême droite. C'est pour ça que je fais passer le message, hein, qui dit que il n'y a pas de féminisme d'extrême droite. Il y a parfois des éléments de récupération, d'éléments de langage euh, pour servir un discours fémo-nationaliste, comme on dit aujourd'hui, xénophobe, souvent islamophobe. Donc une grande diversité, et c'est d'ailleurs la même chose pour les antiféminismes. Diversité dans les modes d'expression, dans les modes d'action, dans les degrés de radicalité, de la modération à la prétention révolutionnaire, la radicalité peut-être la plus importante, qui varie selon les époques. Donc voilà, et puis des variantes aussi nationales. Ça mérite un S, féminisme.
Votre livre montre la pérennité des mouvements féministes et dans un même temps, vous reprenez l'idée de Marsha Weinman qui décrit le mouvement sous forme de vague. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette notion? Oui, alors c'est un joli mot, je trouve poétique, la Mm. vague, pour décrire un cycle de mobilisation militante qui en général dure sur plusieurs générations, plusieurs décennies. Alors, avant la première vague qui commence avec la Troisième République en France, il y a déjà du féminisme, il y a aussi du féminisme si l'on veut. Alors, même si le mot est anachronique, mais avant Hubertine Auclair, et même peut-être avant la Révolution française, des protestations de femmes qui demandent le respect, le droit à la dignité, le droit à l'étude, des femmes qui s'expriment dans la sphère culturelle. Bon, avec la Révolution française, l'horizon politique change avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est quand même une date très importante, mais parfois on fait remonter le féminisme très haut dans le temps, hein. Pour la première vague, le thème unificateur, c'est le suffrage des femmes, bon, les suffragettes, ce qui est un mot un peu péjoratif, hein, sur lequel on pourrait s'étendre. Mais avant cet enjeu-là, il y a eu l'éducation, il y a eu la critique du Code civil napoléonien, mais au fil des ans, c'est quand même le suffrage qui va devenir l'identifiant numéro un voilà, de cette première vague. Bon, il peut y avoir des creux de la vague, hein, d'où l'intérêt de la notion de vague, des moments de reflux et une deuxième vague. Alors, deuxième vague à partir des années 68 et puis troisième vague plutôt début du 21e siècle. En revanche, je suis opposée à la notion de quatrième vague, on en parle parfois aujourd'hui, mais on ne peut pas changer de vague tous les 5 ou 10 ans, sinon ça va vite devenir très compliqué de comprendre la différence entre la 48e vague et la 53e vague. Donc, il faudrait peut-être pas trop accélérer le rythme des vagues et penser que tous les 5 ans, on renouvelle complètement le, les identifiants d'une vague, c'est-à-dire une thématique dominante, un moyen d'action dominant et un contexte unificateur. Il y a quand même ces trois critères-là, à mon avis, auxquels il faut réfléchir avant de parler d'une vague. Bah, c'est vrai que le mouvement féministe prend racine en France plus tôt qu'on ne le pense, puisqu'il débute dès le 19e siècle jusqu'aux années 30, avant de connaître un essoufflement dans les décennies des années 40 à 60. Quels ont été les apports des féminismes anglo-saxons sur le mouvement français? Alors les rapports avec les Anglaises, parce que c'est quand même le féminisme dominant sous la Troisième République dans le monde. Il y a un puissant féminisme aux États-Unis, mais les Anglaises ont fait l'actualité mondiale avec des manifestations très spectaculaires menées par les suffragettes. Toutes les féministes n'étaient pas d'accord avec ces moyens d'action, hein. Il y avait des féminismes en Grande-Bretagne. Donc les suffragettes, c'était les plus radicales, celles qui osaient des moyens illégaux et qui ont été emprisonnées, qui ont fait la grève de la faim en prison. Ça a été vraiment quelque chose de très spectaculaire qui a terrorisé les Françaises. Ils ne voulaient surtout pas ressembler aux militantes anglaises qui étaient très critiquées pour leur radicalité. Donc les rapports étaient un peu des rapports où les Françaises étaient dominées, hein, dans l'histoire du féminisme mondial. La France n'est pas du tout un pays leader, hein. Si on prend comme critère l'appartenance au Conseil international des femmes, qui a été créé à Washington en 1888, la France n'est en mesure d'y adhérer qu'en 1901. Donc, il y a un retard français à la fois pour l'organisation du mouvement féministe et les acquis des droits des femmes qui sont plus importants, hein, qu'en France, dans les pays dits anglo-saxons ou protestants, pays du nord de l'Europe. On a longtemps considéré les féministes comme des femmes laides, masculines, célibataires. Comment ces stéréotypes véhiculés par les antiféministes traduisent-ils de la peur que le féminisme puisse menacer l'ordre social établi? Comment ces stéréotypes ont façonné et marqué les visions autour du féminisme? C'est important de montrer que l'antiféminisme ne s'attaque pas seulement à des idées, à des valeurs, mais aussi à des personnes, à des militantes.
qui sont caractérisées comme des femmes repoussoires, hein, des tue-l'amour. Et c'est très ancien, hein, cette représentation très malveillante, hein, des féministes barbus, masculinisés, moustachus, virago, viril. Donc là, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut insister, creuser. Ça montre d'une manière simple, hein, que le féminisme s'en prend à l'encodage du genre, à ce qui est considéré comme féminin et masculin. Et les antiféministes considèrent que les féministes sont menaçantes, comme si elles voulaient renverser le rapport de domination, hein, et essayer de dominer les hommes avec les attributs masculins qu'elles s'approprieraient, hein, et avec les rôles aussi dévolus aux hommes qu'elle s'approprierait également. C'est pour ça qu'on voit tellement, mais à travers le temps, de représentations, on voit des couples, par exemple, où c'est l'homme qui est soit battu par sa femme, soit qui porte un nourrisson dans les bras, pendant que sa femme se rend au meeting des femmes opprimées. Bon, bah, cette inversion des rôles qui fait beaucoup rire, et rire des féministes, on la retrouve en 1848, pendant la Commune, et encore au début du XXe siècle et jusqu'à nos jours, en fait, hein. Donc, c'est efficace. C'est efficace parce qu'il y a un imaginaire antiféministe qui crée l'image de la vraie femme, euh, l'épouse, mère ménagère, en même temps que la femme sexy, séduisante, incarnant la féminité à la française, sachant bien se conduire, audacieuse mais pas trop, etc. Cette image-là est opposée à l'image de la féministe, qui est tout le contraire. À certaines époques, ça va rejoindre la figure de la femme nouvelle dans les années 1900 ou de la garçonne dans les années 1920. Bah, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs féminismes. Et du coup, il y a aussi plusieurs manières de répondre à finalement, à ces critiques. On vous le montrait dans votre livre, tandis que certaines vont justement jouer sur le fait de s'embellir pour justement en fait, contrer ces arguments. D'autres vont les accepter et même les représenter. Et oui, ça a un impact, l'antiféminisme a un impact sur les féministes, parce que les féministes ont bien du mal à se faire entendre. En France, on voit dans les débats parlementaires l'impact des arguments et des imaginaires antiféministes. Donc certaines féministes choisissent effectivement enfin, sont d'accord en partie avec ces représentations-là, de la vraie femme et de la femme contre nature, de la figure un peu transgressive dont il faut se méfier pour des raisons morales. Donc certaines ne font pas une critique de la morale sexuelle dominante, donc elles adhèrent en partie à ces préjugés. Et là, on voit que la frontière entre antiféminisme et féminisme est parfois un peu floue. Effectivement. Et puis, donc, certaines féministes vont se montrer avec leur famille nombreuse, montrer leurs maris, leurs enfants, pour montrer que les féministes ne sont pas des femmes célibataires nullipares, coupées des réalités vécues par la masse des femmes. Et puis, d'autres assument ce qu'elles sont, d'être des femmes célibataires qui n'ont pas voulu d'enfants. En revanche, la chose très difficile à assumer sous la Troisième République, c'est de vivre avec une femme et d'être lesbienne. Ne serait-ce que le mot lesbienne est un mot qui explose dans les oreilles et qui est très difficile à prononcer, hein. Donc là, par exemple, en France, il y a une invisibilité totale, hein, des lesbiennes féministes, bon, contrairement à d'autres pays voisins. Donc il y a quand même une chape de plomb, hein, une morale dominante qui façonne ce qu'il est possible de dire ou de faire à cette époque. La première vague de féminisme introduit également des questions coloniales avec des visions opposées concernant l'exportation des idées.
Il existe un clivage entre le féminisme porté par les femmes occidentales et la réalité coloniale vécue par les femmes colonisées. Quelles sont les différentes approches développées? Alors déjà, c'est une question qui a été pendant longtemps très peu traitée. Voilà, je tiens à souligner, je le dis souvent, mais que le mouvement militant, le fait qu'il existe aujourd'hui des féministes racisées qui se font entendre, un féminisme intersectionnel qui existe à un niveau mondial, enfin, ça fait bouger aussi les études en histoire et ça nous révèle parfois des angles morts où ça nous amène à poser plus fortement ou mieux des questions qui étaient simplement effleurées dans le passé. Donc, je m'inclus dans la critique. On est un peu passé pendant longtemps à côté de ce qu'on appellerait aujourd'hui le féminisme colonial. Donc, la masse des féministes adhère sous la Troisième République au projet colonial de la République et à ce discours plein de bonne conscience sur on répand les lumières de l'Occident vers les colonies, le sort des femmes va s'en trouver amélioré grâce à la création d'écoles, la création de maternités. On sait que les réalisations ont été extrêmement limitées en réalité dans les colonies. Bon, bref, il y a quand même quelques initiatives dans les colonies et des féministes qui participent, mais tout en défendant vraiment, dans un rapport assez paternaliste-maternaliste, des propositions de réforme du statut des femmes dans les colonies, mais vraiment dans un rapport hiérarchique, vraiment, et de non-reconnaissance de la citoyenneté des femmes indigènes. Donc ça, c'est la majorité. Donc je dirais, c'est pas un colonialisme agressif. Il y a toutes sortes de variantes aussi dans le discours colonial, mais on peut parler d'un féminisme colonial. Et par ailleurs, il y a une intersection assez importante entre les féministes de gauche et les luttes anti-impérialistes dès le début du XXe siècle, et ça va s'amplifier entre les deux guerres. Et donc, on peut, à travers la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, par exemple, trouver des militantes qui se rendent dans les colonies, qui défendent déjà l'idée de la décolonisation et qui relie l'impérialisme au patriarcat, un désir de domination dont la matrice serait la domination des hommes sur les femmes, avec une analogie qui est faite avec la domination de l'Occident sur les autres régions du monde. Donc un pluriel à nouveau et des féminismes qui avancent en parallèle sans communiquer, en s'ignorant, sans franchement se combattre d'ailleurs, mais vraiment en parallèle. C'est pas parce qu'on est féministe qu'on va avoir une vision unifiée de ce qu'est la colonisation ou la nécessité de la décolonisation. Oui, évidemment, cette question de pluralité, elle est essentielle en fait à comprendre. Maintenant, nous allons passer donc à la deuxième vague. Le féminisme donc va connaître un entre-deux vagues entre les années 40 et 60, marquées par les crises politiques et économiques qui vont entraîner la fin de plusieurs mouvements féministes. De plus, la période d'après-guerre est marquée par des discours annonçant que le féminisme victorieux n'avait pas lieu d'être. Cependant, mai 68 marque un tournant dans la poursuite du mouvement. On considère souvent à tort que la deuxième vague des années 70 se résume souvent donc au MLF qui correspond au mouvement de libération des femmes. De plus, la période est aussi marquée par l'arrivée de nouveaux stéréotypes présentant les femmes comme plus violentes, donc anti-mecs, misandres, lesbiennes. Comment ces années connaissent l'arrivée d'une multitude d'associations et de collectifs jouant un rôle important comme le planning familial en 1960, SOS Femmes Violées par exemple. Pourquoi cette diversité est tombée si facilement dans l'oubli? Alors, parce que c'est quand même une réalité complexe, l'hétérogénéité de cette deuxième vague. Il y a, comme vous l'avez dit, l'antériorité du planning familial, qui s'appelle d'abord la maternité heureuse en 1956, l'association Jeunes Femmes, qui est une association protestante,
qui émet des critiques sur l'idéal qu'on présente aux femmes dans les années 50, la femme au foyer, mère de famille nombreuse. C'est l'époque du baby-boom, avec pas mal d'hostilité au travail salarié des femmes. Donc, il y a des critiques de cette condition des femmes qui apparaissent. Donc, certes, les femmes sont citoyennes, mais il y a très peu de femmes élues. Et puis, il y a un malaise dans la condition féminine. Donc, mai 68 va aider un renouvellement en fait de la vague, la formation d'une nouvelle vague féministe. Alors, ça s'est pas fait immédiatement, c'est pas en mai 68, mais mai 68 forme une nouvelle génération, notamment de jeunes, parce que ce qui est caractéristique vraiment du MLF et des nouvelles associations, c'est la jeunesse des militantes. Ça peut faire penser à la jeunesse du féminisme aussi aujourd'hui, hein. Il y a des moments où le féminisme est nettement marqué par, je ne vais pas dire sa juvénilité, mais la part des jeunes femmes dans le mouvement. Donc à ce moment-là, elle est très importante. Le MLF, il est créé par des femmes qui ont entre 18 et 30 ans. Et celles qui ont 30 ans apparaissent comme des vieilles, hein. Donc, il faut se souvenir de ça, hein, des étudiantes, parce que désormais, il y a beaucoup d'étudiantes à l'université, hein, les conditions ont changé aussi, hein, c'est ça qui est intéressant avec l'histoire du féminisme, il faut le replacer en contexte, voir où en sont les femmes au niveau du travail salarié, au niveau des possibilités d'étudier, les carrières qui s'ouvrent à elles, les luttes pour ouvrir de nouvelles carrières. Donc, bon, bref, il y a tout un ensemble d'associations créées qui sont la plupart, enfin pas la plupart, le MLF est non mixte, donc c'est souvent ça qu'on retient. Il y a un MLF, déjà mouvement de libération des femmes, on a le mot libération qui va beaucoup marquer, hein. C'est plus émancipation ou affranchissement ou promotion des femmes. Là, il y a un mot extrêmement fort, libération. Donc, l'attention se focalise sur le MLF, sa non-mixité, son fonctionnement sans hiérarchie, sans porte-parole, avec des collectifs autogérés. On n'adhère pas au MLF, il n'y a même pas de carte, il n'y a pas d'adhésion. C'est pas un fonctionnement associatif. Donc, il y a une forme d'organisation impensable sans doute sans mai 68 au préalable, qui se met en place, mais on oublie que en même temps, peut-être dans un souci pragmatique, d'efficacité, face à certains événements comme des procès, le procès de Marie-Claire par exemple à Bobigny, ça peut être utile d'avoir une association bien structurée pour mener aussi une lutte pour, à l'époque, les objectifs changent aussi, hein, c'est plus la liberté de disposer de son corps, c'est la liberté de l'avortement et de la contraception. Donc le MLAC est un rassemblement de partis, de syndicats, d'associations, etc. C'est vraiment une sorte de rassemblement, d'organisation pour mener une lutte. Donc il y a différents euh, types d'organisations à ce moment-là. Il y a aussi l'association Choisir de Gisèle Halimi, hein, l'avocate Gisèle Halimi, qui intervient dans des procès très importants de la décennie 70. Donc, le travail de l'histoire, c'est de montrer que derrière un mot MLF et derrière l'obsession de la non-mixité qui choque à l'époque et qui choque encore aujourd'hui, eh bien, il y a une pluralité d'associations et de modes d'organisation et de lutte. Ça va bien au-delà de l'avortement et de la contraception. La dénonciation des violences sexuelles n'attend pas MeToo, par exemple, hein. Le black feminism apparaît aux États-Unis et introduira plus tard l'idée d'intersectionnalité. Les femmes immigrées affrontaient alors une double discrimination. On note également que dès 1896, des femmes noires vont créer leur propre association, à savoir l'Association nationale des femmes de couleur, parce qu'elles vont subir le racisme des féministes blanches. De quelle manière ces luttes contre le racisme et le sexisme s'articulent-elles avec le féminisme et comment cette notion a-t-elle transformé le féminisme en France? C'est un processus, comment dire, long et qui n'est pas achevé, de prise de conscience par les féministes blanches de leur privilège de blanchité.
on peut être en tant que femme, voilà, dominée dans une société patriarcale. Voilà, c'est le cas. C'est même la définition de la société patriarcale, hein. Les femmes y sont de manière générale opprimées. Certaines le sont plus que d'autres parce qu'elles cumulent différents facteurs de discrimination. Alors, il y a la race, la racisation, plus exactement, l'exposition au racisme structurel. Et il y a d'autres discriminations dont on parle encore moins et dont on parlera peut-être plus demain, après-demain. Je pense notamment au handicap qui concerne des millions de personnes qui surexposent les femmes en situation de handicap aux violences et aux violences sexuelles. Et je trouve qu'on en parle très peu. Il y a encore très peu d'études sur ce sujet. Alors sur euh, l'alliance du racisme et du sexisme, il y a heureusement des femmes concernées qui ont publié des livres, pris la parole aux négresses hein, dès les années 70 à Watiam, des groupes spécifiques qui ont été créés, qui ont pu choquer d'ailleurs les féministes non racisées qui ne comprenaient pas euh, que des femmes victimes du racisme aient besoin de se retrouver entre elles. Donc, c'est source aussi de tension. Euh, et toutes les féministes racisées ne raisonnent pas non plus de la même manière sur les combats à mener, les priorités, les modes d'organisation souhaitables. Donc, il y a vraiment de la diversité partout. Mais je dirais que les progrès, il y en a dans la conscience de l'intersection du racisme et du sexisme, mais c'est quand même assez récent. Même s'il y a eu des groupes de femmes immigrées, des manifestations de femmes immigrées euh, à la fin des années 70. Encore une fois, c'est quand on se pose la question, on retourne aux archives, on regarde les photos de manifestations, par exemple, des années 70, et on peut être surpris de voir certains sujets déjà présents, et simplement, ils n'ont pas été assez valorisés ensuite dans l'écriture de l'histoire. C'est aussi dans les années 60-70 que le féminisme s'est développé dans le milieu intellectuel, notamment avec les études supérieures. Cependant, cette approche est parfois décrite par les critiques comme trop théorique et élitiste, nourrissant le stéréotype de lubie d'intello. De même, le milieu artistique a souvent été un espace de lutte, mais les artistes ont pendant un temps hésité à se revendiquer féministes par peur d'être marginalisés ou d'avoir une étiquette. Comment ces espaces contribuent-ils aux luttes féministes? Oui, cette conquête en fait de l'université et de l'univers de la recherche a été très très importante dans les dernières années, je dirais depuis les années 70, parce que le savoir, la recherche académique, c'était des privilèges masculins, il n'y avait quasiment pas de femmes professeurs d'université, et quand on parle des débuts de l'histoire des femmes, Michel Perrault rappelle qu'elle était une des rares femmes professeurs, et sont des étudiantes qui sont venues vers elle en lui disant, mais il n'y a pas d'histoire des femmes. Voilà, la demande est venue des étudiantes, au fond. Alors, l'image d'un féminisme intellectuel, c'est très ancien. On a toujours stigmatisé le féminisme comme un mouvement de bas bleu, c'est-à-dire de salonnières, de femmes qui écrivent des livres, dont ce serait le passe-temps, qui se croient géniales, alors qu'en réalité, elles sont médiocres. Alors, ce discours-là, il est très ancien, mais il remonte dans le temps, hein. Bas bleu, l'expression remonte au début du 19e siècle. Il y a les femmes savantes. Enfin, on pourrait remonter le temps pour voir qu'il y a une très longue histoire du discrédit de l'activité intellectuelle des femmes et des féministes, hein. Donc on hérite de ça, de cette disqualification, de ce mépris. Euh, alors ensuite, il faut voir aussi que pendant longtemps, et jusqu'à nos jours, le féminisme est passé par des livres, des essais. Alors, on pense au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, mais il y a eu beaucoup d'autres livres féministes avant.
Donc c'est un combat d'idées, le féminisme. Donc c'est normal aussi, hein, qu'il passe par la voie du livre, du journal, de la revue, d'une activité de pensée, de critique de la société patriarcale. Ça passe par les mots, ça passe par l'écrit. Euh, et donc ça a pu donner aussi cette réputation intellectuelle au mouvement féministe. Et ça a pris de l'ampleur à partir des années 70, dans une société aussi où l'université se développait beaucoup, hein, comme jamais. Euh, et, euh, et là, on a vu donc le développement des études féministes, des études sur le genre. Depuis 15-10 ans, l'existence de masters d'études sur le genre, beaucoup de demandes de thèses sur le genre, l'histoire des femmes. Donc, alors, en quoi ça, c'est encore autre chose, votre question, c'est en quoi ça a pu influencer le féminisme? Il y a un lien. Déjà, on pourrait presque parler de féminisme universitaire, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives féministes qui se déroulent dans le cadre des universités, avec le soutien des structures, soit par les enseignements, soit par l'activité culturelle des universités. Par exemple, à Angers, on a depuis 2017 un mois du genre, dans lequel il y a des dizaines d'événements, entre autres de l'histoire, mais pas seulement. Euh, voilà, donc finalement, ça a été intégré comme une activité à peu près normale dans les universités. Bon, alors, si on va dans d'autres pays comme les États-Unis ou la Hongrie, là, on voit que ça n'est plus du tout considéré comme normal d'ouvrir le public étudiant à ce type d'idées, d'héritage intellectuel. C'est quelque chose quand même de contesté par une partie de l'opinion. Et je dirais que cette activité universitaire ou intellectuelle sur le féminisme, elle a eu un impact important, vraiment important sur le féminisme comme mouvement militant. Déjà, une féministe aujourd'hui, peut-être passe-t-elle par des formations spécifiques à l'université, ou au moins elle a entendu parler, parce que si elle a fait des études supérieures, mais bon, ou il, parce que je voudrais pas oublier la minorité d'hommes qui, euh, qui partagent les idées féministes. Donc, ce sont quand même des savoirs qui circulent, qui vont enrichir intellectuellement un milieu militant. Mais c'est un circuit vertueux, c'est-à-dire que le mouvement militant, avec beaucoup de liberté, va innover aussi. Un exemple, le terme lesbophobie, qui a été admis dans le vocabulaire voilà, normal, académique, a été inventé dans un milieu militant, lesbien féministe. Donc il y a aussi une inventivité, une créativité intellectuelle dans les mouvements militants qui bénéficient à la recherche et au monde, voilà, au monde académique. Voilà, c'est important ces circulations. Donc je dirais plutôt pour l'histoire des femmes et du féminisme, euh, les recherches sur le matrimoine, des sources d'inspiration pour des actions comme rebaptiser des rues, organiser des expositions. Voilà, donc, j'ose espérer que les, les recherches sur l'histoire des féminismes bénéficient aussi en retour au mouvement militant. C'est du coup, on peut le constater, les études de genre qui permettent ces avancées aussi sur le débat féministe. Et donc, on constate des évolutions quant à l'élargissement des luttes, donc qu'on va voir avec la troisième vague, avec l'apparition de nouvelles dynamiques, les luttes LGBTQIA+, contre le racisme, avec des notions telles que la misogynie noire, contre l'homophobie, la transphobie, euh, les handicaps et de manière plus générale les rapports aux dictats imposés au corps des femmes dans la société. De nouvelles revendications apparaissent également sur la parité et l'écologie. Comment l'élargissement des luttes redéfinit-il le féministe contemporain? Je ne sais pas si cet élargissement
le redéfinit et le champ des luttes a toujours été très vaste à chaque époque, hein. Donc, je suis pas sûre que ce soit si, il y a quand même des questions qui ont émergé, il y a de la nouveauté évidemment, par rapport à la première vague et même à la deuxième vague, sinon on parlerait pas de troisième vague, tout simplement. L'écoféminisme a pris beaucoup d'importance, même si c'est une notion de la deuxième vague. Et donc, il y a toutes sortes d'éléments du contexte qui vont expliquer cela. Euh, en revanche, je pense à une lutte très importante dans le passé qui était le féminisme pacifiste. Ça me frappe depuis des années, hein, que le sujet soit si peu traité dans les mouvements féministes, alors que sous la Troisième République, on considérait presque que féminisme et pacifisme allaient évidemment de soi et que c'était presque des synonymes. Ben, bon, j'ai bien peur que le sujet de la guerre et de la paix, voilà, revienne fortement à l'ordre du jour là. Mais pendant des décennies, ça a pris beaucoup moins d'importance, hein. Ça n'a pas complètement disparu, mais ça a pris moins d'importance. Donc oui, il y a des variations comme ça qui sont un petit peu difficiles à résumer en un mot. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de caractériser une vague. Parce que je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'un sujet dominant, enfin qu'un sujet devienne dominant, parce que tout est important. La répartition du pouvoir politique, l'égalité au travail, tout ce qui se joue dans la vie intime, l'environnement, l'éducation des enfants. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement de sujets. Pour le moment, je dirais que la troisième vague, ce qui la caractérise, c'est quand même la dénonciation sans précédent de la banalité des violences sexuelles. C'est vraiment autour des violences, même si le sujet était déjà traité à l'époque de la deuxième vague. Là, avec MeToo et avec l'extraordinaire mouvement. Alors, c'est pas MeToo qui crée la troisième vague, mais MeToo va amplifier le sujet. Et il n'y a jamais eu autant de choses, par exemple de témoignages, d'actions, de révélations sur les violences sexuelles, y compris dans les institutions, au sein de l'Église, à l'éducation nationale, enfin, dans toutes sortes de structures. Et voilà, ça c'est vraiment énorme. Donc c'est peut-être ça qui domine, mais sans écraser tout le reste. Le féminisme est généralement considéré comme un combat porté par les femmes. Quelle place les hommes prennent dans le mouvement et peuvent prendre aussi dans le mouvement? Alors ça, c'est une question que s'est posée Alban Jacquemart, qui a publié sa thèse sur les hommes dans les mouvements féministes de la première vague à nos jours. J'aime beaucoup son travail. Et il montre que cette place des hommes, elle a été constante, hein, y compris parmi les théoriciens de référence du féminisme, Poulain de la Barre, John Stuart Mill, Condorcet, qui sont souvent cités, Victor Hugo, qui a soutenu la cause. Donc, il y a des hommes qui sont des références sur le plan philosophique, théorique. Il y a les hommes militants, hein, qui ont créé des associations, qui ont milité dans les associations. À la fin du 19e siècle, il y avait un tiers d'hommes dans les mouvements féministes, des avocats, des hommes politiques, des journalistes, des soutiens financiers. Et puis ensuite, il y en a eu moins. Dans les années 70, le féminisme fonctionne moins comme un mouvement humaniste, parce que l'humanisme donnait une place un peu évidente aux hommes. Quand on dit le féminisme est une des dimensions de l'humanisme, bon, c'est plus facile pour les hommes de s'identifier alors à ce combat. Euh, si on dit que la libération des femmes sera l'œuvre des femmes elles-mêmes, eh bien là, la place des hommes est plus complexe. Elle est comme soutien, comme allié. euh, au point que des hommes que moi j'appellerais pourtant féministes
préfèrent s'appeler pro-féministes ou alliés. Alors évidemment, il ne faut pas être angélique. Les hommes dans les mouvements féministes risquent de reproduire dans ces mouvements militants des habitudes qu'ils ont acquises ailleurs, dans les positions privilégiées qu'ils ont occupées, hein, et donc leur socialisation les prédispose à des rapports de pouvoir. Par exemple, dans la prise de parole, c'est amplement prouvé. Ce qu'on constate en classe, en fait, dans les collèges, dans les lycées, à l'université, même quand on fait des cours sur l'histoire des femmes, eh bien, risque de se reproduire dans les mouvements féministes avec des hommes de bonne volonté, mais qui n'auront pas tous procédé à leur déconstruction. Donc voilà, c'est pourquoi en fait dans les mouvements féministes, on va trouver à la fois des mouvements non mixtes et des mouvements mixtes. Et vraiment, le féminisme a toujours avancé avec ces deux possibilités-là. Et il y a des passerelles pour les femmes qui passent d'un collectif à l'autre. Et puis, je crois que ce qui caractérise aussi la troisième vague, c'est ce dépassement du binarisme de genre. C'est que de plus en plus de personnes ne s'identifient pas comme femme ou pas comme homme. Mais voilà, il y a évidemment la transidentité, mais aussi d'autres variantes. Et voilà, le mouvement féministe, dans certaines de ses dimensions, permet de vivre un au-delà du binarisme de genre. À l'heure où les féministes osent de plus en plus s'exprimer avec l'émergence des réseaux sociaux et des mouvements comme MeToo, les antiféministes y voient une victimisation des femmes et une menace pour la liberté d'expression avec la fameuse expression «on ne peut plus rien dire». Donc, en fait, c'est un peu surprenant de voir en fait cette espèce de clivage d'un côté les antiféministes qui disent bah non en fait on peut plus rien dire alors que justement la parole s'ouvre. Oui, oui, mais ce sont eux qui se victimisent en disant qu'ils ne peuvent plus rien dire alors qu'on n'entend que en ce moment. Tout, c'est phénoménal. La percée des idées masculinistes depuis euh, assez peu de temps, en fait. Hein. Là peut-être avec le succès de Trump, là, il y a vraiment une explosion. Et, et le changement de politique aussi des grands réseaux sociaux non régulés, avec tous ces contenus masculinistes qui circulent et qui se déversent de préférence dans le cerveau des jeunes hommes en formation à qui ces contenus-là sont proposés même sans qu'ils ne demandent rien, hein, dès qu'ils s'abonnent. Euh, Assimiler le féminisme à une forme de censure, ça, je dirais que ça a pu être un discours ancien, hein. Dans les années 70, par exemple, c'était sur oh, on peut plus faire de blagues, les blagues sexistes, on ne peut plus rire. Les féministes étaient manqués d'humour. Donc voilà, d'une certaine manière, c'est ancien, mais quand même, ça explose, ça prend des proportions inouïes aujourd'hui parce qu'il y a une chambre d'écho extraordinaire avec les réseaux sociaux et Internet. Donc ça, qu'est-ce que ça peut donner? C'est tellement plus fort que les moyens de diffusion anciens et régulés et contrôlés. Alors, pas toujours contrôlé, jamais contrôlé par les féministes, hein. Les féministes n'ont jamais eu ce pouvoir de régulation, même s'il y a un féminisme d'État qui s'est développé à partir des années 1965 et surtout la création du secrétariat d'État à la condition féminine en 74. Il y a quand même au sein de l'État des des régulations d'inspiration féministe qui sont mises en place, non sans difficulté, pour les publicités sexistes, très compliqué. Euh, donc c'est compliqué de combattre l'expression sexiste dans la sphère publique quand même. Le masculinisme explose finalement pas à n'importe quel moment, hein, au moment où enfin la parole se libère sur les violences sexuelles, où il faut entendre que quand une femme dit non, c'est non.
Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et on est sans doute qu'au début d'une étape nouvelle hein, dans ce grand combat avec les mouvements masculinistes qui se développent et qui ont accédé au pouvoir d'État dans pas mal de pays. Donc, qu'est-ce que ça va donner, y compris qu'est-ce que ça va donner en France, où les idées féministes sont combattues avec ces arguments-là, on ne peut plus rien dire, le wokisme. Euh, c'est un moment qui appelle l'attention et beaucoup de vigilance. Hein. Là, par exemple, demain, je vais témoigner au commissariat à l'égalité. Donc, c'est une structure créée par l'État, une structure consultative sur la montée des masculinismes. La semaine prochaine, je serai au Sénat, où on m'a aussi demandé d'intervenir comme historienne des masculinismes. Euh, j'ai pas, en tant qu'historienne, de solution miracle à proposer et je ne peux pas prédire l'avenir. Je peux proposer de réfléchir, par exemple, à des comparaisons possibles avec les années 30. Le nazisme et les fascismes, avec leur dimension vraiment masculiniste et viriliste, ont été des réponses aux premiers acquis des mouvements d'émancipation des femmes. On oublie souvent cette dimension-là dans les mouvements totalitaires qui se sont mis en place dans les années 30, enfin, un peu plus tôt en Italie. Et voilà, ça, comme historienne, je peux le dire. Et la situation qu'on vit aujourd'hui fait quand même beaucoup penser aux années 30. Mm. Bah, je pense que nous, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup parce qu'on utilise les réseaux sociaux. Il y a des propos qui sont parfois très inquiétants. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question autour de la régularisation. Donc c'est pour ça que votre ouvrage, il est essentiel aujourd'hui. C'est aussi en fait dans l'actualité qu'on connaît aujourd'hui, aussi bien en France qu'à l'international. Je pense que c'est essentiel en fait de pouvoir en fait aussi entendre aussi la parole des féministes et aussi enfin pouvoir consulter ce genre de livre. Et merci. C'est gentil de me dire ça, mais malheureusement, je crois que les ressorts de l'antiféminisme sont tellement profonds et en partie inconscients que la rationalité qu'on peut proposer avec une réflexion historique ne suffit pas. Je crois quand même que l'éducation joue un rôle, mais on en voit aussi les limites aujourd'hui. Et par exemple, le savoir que je diffuse a déjà été et continue à être mis en cause comme un savoir engagé et donc disqualifié parce que inspiré par un engagement, relié à un engagement. Et cette accusation est, est récurrente en fait. On est confronté à ça et des tas de collègues aux États-Unis sont aussi confrontés à ça. Donc on répond en disant oui, mais la rigueur, oui, mais la méthode historique, oui, mais il y a un débat entre historiens. Si ce que j'écrivais c'était n'importe quoi, eh bien des collègues se seraient chargés dans les critiques de livres, dans les évaluations qu'on a tout au long de notre carrière professionnelle. Il y a des garde-fous et des garde-folles. On ne laisse pas les historiens et les historiennes dire n'importe quoi, écrire n'importe quoi. Il y a un débat interne à la communauté. Donc, la communauté historienne se charge de disqualifier les faussaires de l'histoire, comme on le disait à propos des négationnistes qui prétendaient être historiens. Même en expliquant ce fonctionnement, au fond, qui est inconnu de beaucoup de gens, hein, comment fonctionne une communauté de chercheurs et de chercheuses. Voilà, je vois les limites quand même. Je vois les Oui. limites. Bon, la transition est toute trouvée pour ma prochaine question, puisque en tant qu'historienne, comment conciliez-vous votre travail de chercheuse et la rigueur historique avec du coup l'engagement militant? Vaste question. Euh,
Déjà, le droit, quand on est historien ou historienne, d'être citoyen ou citoyenne. C'est le b.a.-ba dans une démocratie, hein, voilà. En même temps, de savoir faire la part des choses. Je vais vous donner un exemple tout bête. Donc, j'ai un cours sur l'histoire des féminismes et des antiféminismes. Et il arrive que dans des copies, certains étudiants, je sais même pas, enfin, si ce sont des garçons ou des filles, écrivent heureusement le féminisme a su triompher ou malheureusement ce fut l'échec pour les suffragistes. Et je dis tout le temps, non, je ne veux pas, vous n'avez pas à juger, je ne veux pas juger vos sentiments, vos opinions sur le féminisme. Je veux pouvoir juger de votre capacité à raisonner, de votre niveau de culture historique, de votre capacité à bien l'exprimer. Mais je, c'est ça, faire la part des choses. Donc, c'est être honnête, expliquer aussi un tout petit peu qui on est, ce qu'on a fait, que ce soit assez transparent, hein, même si on a le droit aussi d'avoir ses petits secrets, bien évidemment. Mais mon engagement féministe, en même temps, il y a toutes sortes, on l'a vu, toutes sortes d'engagements féministes. Mon engagement féministe, il est très orienté vers la défense du matrimoine féministe, la défense des archives. Donc, c'est un engagement féministe qui est en lien avec mon savoir professionnel. Donc, défense des archives, la création d'un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre, puis maintenant le développement d'un projet de musée des féminismes. C'est quand même ça principalement qui m'occupe. Donc, c'est presque du paraprofessionnel, mais c'est le choix que je fais. Euh, Parfois, ça m'arrange un petit peu d'être un peu à distance de mouvements plus directement militants, parce que sur certains sujets, je doute, sur certains sujets, je n'ai pas la réponse. Je trouve certaines questions vraiment très compliquées. Et je préfère y réfléchir en historienne parfois que de prendre position directement en militante aujourd'hui, parce que même en m'y penchant depuis des années et des années, je continue à trouver certains sujets voilà, très, très compliqués. Et sur certains sujets, je me sens partagée, j'ai pas forcément la réponse. Et si vous aviez du coup un conseil à donner à un historien débutant, quel serait-il? Alors, à un historien ou à une historienne débutante, j'aurais 1000 conseils à donner, j'imagine. J'espère, parce que j'encadre pas mal d'étudiants et d'étudiantes, donc on est quand même là pour conseiller. Euh, ben, déjà, souvent, l'histoire, c'est une passion, donc je trouve ça chouette d'être habité par une passion qui peut donner du sens à la vie, du sens à son existence. Ça, c'est vraiment merveilleux. Quand on arrive à faire le lien, en fait, entre une passion pour l'histoire et puis notre vie aujourd'hui. Donc, pour moi, l'histoire, c'est pas la tour d'ivoire du chercheur, c'est tout le contraire, en fait. C'est être en communication permanente avec la société. Moi, je vais parler d'histoire dans des stages de formation syndicaux, enfin dans toutes sortes de lieux. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Bah, il y a tous les conseils ordinaires, disons, j'imagine, qu'on va pas avoir le temps de développer ici et qui sont sans lien avec les femmes et le genre. On a tous et toutes une spécialité en histoire. Ça ne veut pas dire que ce qui se fait ailleurs n'est pas intéressant et ne produit pas aussi de bonnes pratiques et des réflexions qu'on a envie de partager. Ben, la curiosité, le partage aussi avec ce qui se fait dans d'autres pays, de ne pas s'enfermer dans un cadre franco-français. Malheureusement, je nous trouve très, très enfermés en France dans ce cadre, plus qu'avant. Ça se rétrécit un petit peu, aussi en raison du contexte géopolitique. Bah, de ne pas avoir peur du temps présent aussi,
de pas avoir peur de la transmission à tous les publics, de chérir l'enseignement. Vraiment, c'est un métier formidable, l'enseignement, et je sais que les vocations diminuent parce que les conditions de travail et de salaire sont pas bonnes, mais malgré tout, c'est quand même tellement essentiel. Je sais pas, ça part un peu dans tous les sens, ça, mes conseils. Bah, je trouve qu'il faut savoir s'écouter. Moi, c'est la leçon que je retiens de mon parcours, qui était peut-être pas évident au début, parce que dans les années 80, faire le choix de l'histoire des femmes et du féminisme, on me disait, voilà, c'était quand même très minoritaire, et j'ai eu à me battre parfois pour. Mais en même temps, quand on sent qu'on est sur un sujet délicat et controversé, on se donne aussi beaucoup plus de mal pour assurer, euh, pour, pour être inattaquable en fait, sur le fond, sur la forme. Donc, cette exigence est très importante. Alors, elle est un peu fatigante. Je me suis donné beaucoup de mal dans la vie. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'aurais pu prendre beaucoup plus de vacances. Ça fait, voilà, dans ma vie, j'aurais pris très peu de vacances. J'aurais passé quasiment tous mes étés à écrire, à faire de la recherche et à me livrer à ma passion. Mais voilà, c'est aussi parce que je sentais qu'il y avait un sujet à défendre, et donc il fallait prendre voilà, toutes les précautions, mais les précautions que j'ai prises avec plaisir, et comme le font aussi, ben, je dirais, l'immense majorité des collègues. C'est amusant parce que votre réponse rejoint un petit peu celle de Carole Christen que nous avons reçue pour notre premier podcast, puisqu'elle aussi nous a parlé de passion. Elle nous a dit que c'était toujours important de prendre un sujet qui nous passionne. Ouais, ouais, c'est un petit peu banal en histoire, parce que c'est quand même, c'est vrai, très exigeant, très chronophage. Ça peut envahir. Alors, il y a l'aspect négatif de la passion, mais en master, je ne sais pas si vous connaissez déjà ça, mais quand on rêve de son sujet, toutes les nuits. Moi, en ce moment, je rêve du musée des féminismes quasiment toutes les nuits. Ça m'envahit. Est-ce que ça rend le projet plus fort? Peut-être même pas. Mais voilà, c'est vous dire que c'est voilà, allez, on pourrait dire d'une manière négative envahissant, mais c'est nourrissant. Voilà, c'est nourrissant, c'est riche, c'est plein de rencontres avec des figures du passé ou avec des gens intéressants aujourd'hui, avec des publics qui sont intéressés par ce qu'on dit. C'est hyper gratifiant en fait. Ou de voir aussi dans les yeux des étudiantes et des étudiants je sais pas, toutes sortes de réactions à la découverte en fait d'une histoire qu'ils ne connaissent pas et qui leur parle. En fait, souvent, je me suis interrogée sur mais qu'est-ce que ça a de si particulier, l'histoire des femmes et du féminisme? Ben, ça nous parle beaucoup plus que d'autres types d'histoires. Je ne dirais pas lesquelles pour vexer personne, mais ça nous parle directement sur notre quotidien, sur ah bon, et ma mère et ma grand-mère ou mon père. Ça interroge notre vie, dans tout, tous ces aspects, absolument tous ces aspects. Donc ça, c'est quand même assez vertigineux. C'est pour ça que certaines personnes mettent ça à distance et sont un peu gênées ou perturbées, parce que ça peut provoquer bah, pas mal de remises en cause, en question, de critiques, parfois des changements de cap dans la vie, changer de vie, se libérer, s'émanciper. Donc, l'histoire de l'émancipation des femmes peut émanciper aussi celles et ceux bah, qui en prennent connaissance et qui travaillent dessus. C'est quelque chose ouais, dont le pouvoir émancipateur, je dirais, se transmet. Puis évidemment, Ça, c'est c'est super fort.
Puis c'est très actuel, donc en fait on y pense tout le temps, et puis nous surtout en tant que femmes, donc le sujet nous intéresse et nous touche particulièrement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous faire écho à bien des domaines, que ce soit familial, amical, etc. Donc Et puis je te rejoins parce en fait, on voit aussi que les reproches qui sont faits aux féministes et même les critiques en fait qui sont faites dès les années 40 se retrouvent encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit justement les féministes, les artistes reprendre ces codes pour en faire leur art. Et oui, je pense que du coup, on se reconnaît beaucoup plus dedans. C'est effectivement, ça va toucher, c'est logique, beaucoup plus les femmes que les hommes. Le problème, c'est comment faire en sorte d'intéresser les hommes, disons, pour le moment, à cette histoire. Euh, dans mes cours, je trouve que ça se passe très bien. Si c'est un cours obligatoire, bah, j'ai à peu près autant de garçons que de filles. Voilà, il y a pas de garçons disant oui, c'est pas intéressant. Non, 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 ça intéresse vraiment. Mais je sais que si ça devient un cours optionnel, bah, automatiquement, je vais avoir beaucoup plus de filles. Et puis si c'est par exemple une conférence en ville, je vais avoir 95% de femmes. Donc très bien pour les femmes qui sont là et on est là et moi aussi je suis une femme et voilà ça va nous faire du bien mais ça fait pas du bien quand même que les hommes se sentent pas concernés. Moi j'aime beaucoup cette formule de Bourdieu, les hommes sont dominés par leur domination. Ils n'ont pas choisi en naissant de dominer. C'est pas un choix, c'est une socialisation. Ils rentrent dans un système. Et moi, je trouve que c'est quand même aussi aux féministes d'expliquer ça. Bien sûr, les sociologues, les historiens. Maintenant, il y a une histoire de la masculinité, une histoire de la virilité, une histoire des masculinités. Je suis très heureuse qu'elle se développe. Mais même là, c'est genré, en fait. C'est beaucoup d'hommes qui font l'histoire de la masculinité et l'histoire des femmes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Bon bah merci pour cet échange. On est très heureuse de vous avoir reçu. Merci de m'avoir proposé le podcast et bonne continuation dans vos études.